Marie-Ève Doyon fait son grand retour à Québec Réveil. Première intervention donc pour cette nouvelle saison 2024-2025. Marie-Ève, c'est notre chroniqueuse politique provinciale. C'est une experte en relations publiques. Elle a sa propre boîte. C'est une chroniqueuse au Journal de Québec aussi, que vous pouvez la lire une fois par semaine dans le Journal de Québec. Et c'est une... Elle fait plein de choses aussi. Puis j'en oublie tout le temps, là, mais... Passionnée de beurre. Passionnée de beurre, oui. Parce qu'on a jasé hors micro, à micro fermé, puis on s'est rendu compte qu'on était tous les deux allés cet été sur le Vieux-Continent. Pas à la même place, par exemple. Elle est allée en France, moi je suis allé en Finlande, mais on est revenu avec la même observation. C'est que le rayon des produits laitiers dans les supermarchés en France est beaucoup mieux garni qu'ici. Il y a beaucoup de yogourt. Il y a d'autres types de produits laitiers ici là-bas qu'on trouve pas ici, notamment on appelle ça de la caillebotte, là, il y a un nom un peu plus familier en français, mais c'est un genre de résidu de gras de lait puis les contenants individuels de yogourt sont beaucoup plus généreux là-bas, il y a plus de saveur. Marie-Ève a même pris des photos, c'est ça que tu me disais? Oui, je viens de déposer le rayon des beurres dans une petite épicerie bretonne sur mon Instagram, alors vous allez pouvoir le trouver, Médias Relations Publiques sur Instagram. Parce que toi, c'est le beurre qui t'a impressionné. Le beurre. Mais moi, je suis une fervente amoureuse du fromage, du beurre, des yogourts. Je fais mon propre yogourt. J'ai expérimenté la création de beurre à la maison la semaine dernière parce que j'ai eu un coup de cœur pour tous ces beurres fermiers produits en France. Et en Bretagne, où j'étais, moi, c'est à peu près le seul endroit en France où le beurre est par défaut du beurre salé, alors qu'ailleurs, il y a du beurre doux, parfois du beurre de micelle. J'ai eu un plaisir fou à découvrir des petits beurres baratés locaux dans un petit papier ciré, la petite motte faite avec 2 bâtons de bois, puis avec des qualités et des quantités de sel tout à fait exubérantes. J'ai adoré ça. J'ai scandalisé mes beaux-parents en revenant de l'épicerie chaque jour avec une nouvelle livre de beurre, puis ils me regardaient en se demandant si j'allais tout manger, mais... puis tu les dégustais au naturel, sur une bonne tranche de pain? Même pas. Avec un couteau. Directement dans la bouche. Straight pipe avec un couteau. Yes! Mais comment apprécier le beurre si ce n'est que par lui-même? As-tu ramené? As-tu réussi à en ramener? On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de J'ai même été mise au défi par mon frère, qui est un musicien de tournée, qui déguste les beurres partout dans le monde. Ouais. Il m'a dit, faut que tu m'en rapportes. J'ai confiance en toi. J'avais compris le sous-texte qui signifiait, t'as pas le droit, mais rapporte-le pareil. Ouais. Je l'ai pas fait. Ah, okay. Je l'ai pas fait, j'ai choqué. Ouais, les produits laitiers aussi sont... Et puis ici, on les retrouve pas, ces beurres-là, pour la majorité, parce qu'ils sont extrêmement réglementés en vertu des accords internationaux, surtout sur les produits laitiers. Aux États-Unis aussi, on a certains beurres. Quand on va dans le Vermont, il y a des beurres de ferme avec des goûts de gazon qu'on n'aurait pas ici. Mais le produit laitier en général et le fromage surtout, ils sont extrêmement pointilleux là-dessus. Parce qu'ils sont faits avec du lait pas pasteurisé, c'est ça? Il y en a certains qui sont faits avec des laits non pasteurisés, des laits crus, mais aussi parce qu'il y a des tarifs douaniers. Parce que si on veut protéger notre industrie à cause du concept de la gestion de l'offre pour éviter le dumping de gens qui en produisent peut-être beaucoup plus puis qui voudraient les vendre à tarif moindre. Puis il y a des questions de salubrité. On sait qu'en France, puis probablement que tu l'as vu aussi pendant tes voyages, les œufs sont sur les tablettes, sont pas dans le réfrigérateur. Oui, c'est vrai, on ne conditionne pas les œufs de la même façon. Alors, en Europe, ils vont laisser les œufs à température ambiante, alors qu'ici, on les met au froid. Puis, on peut faire les deux. Là. Une fois, par contre, qu'ils ont été mis au froid, il faut les laisser au froid. On ne peut plus les ressortir. Elle était intéressable là-dessus. Moi, la cuisine, la restauration, l'hôtellerie, je suis une gourmande. J'ai pas l'air non plus d'une dame qui lève le nez sur son repas. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On veut parler avec toi ce matin de Pablo Rodriguez, donc qui devrait annoncer aujourd'hui, dont on sait qu'il va annoncer aujourd'hui officiellement, qu'il se lance dans la course à la chefferie du Parti libéral. On en serait à 5 candidats, donc, avec M. Rodriguez. Il y a lui, il y a Denis Coderre, dont on a parlé beaucoup, toi et moi. Charles Milliard, qui a annoncé son intérêt non seulement son intérêt, mais qui a annoncé qu'il plongeait pendant l'été. Frédéric Beauchemin, qui l'a officialisé récemment. Et il y a un gars que je connaissais pas, qui s'appelle Marc Bélanger, qui est un avocat fiscaliste originaire de Matane. Eh bien, tu m'en l'apprends. Puis tu ne savais pas non plus, non, Marc Bélanger a donc une candidature confidentielle.
Il mérite peut-être d'être vu Ça dit davantage. quelque chose, ce nom-là? Je ne le connais pas. OK, parfait. Je le connais pas. Je suis peut-être pas à jour dans ma revue de presse non plus. Mais évidemment, on sait qu'il y avait aussi Antoine Tardy qui a confirmé qu'il n'allait pas Maire faire de Victo, le saut. si je ne m'abuse. Exactement. Jeune maire dynamique de Victoriaville qui mobilisait des troupes d'Alain Reyes, donc qui aurait bénéficié d'une organisation de terrain qui était déjà assez organisée. Est-ce qu'il a décidé de ne pas se présenter quand il a su que Pablo Rodriguez pouvait faire entrer dans la danse? Oui, parce qu'il y avait une concomitance entre les deux nouvelles. Oui, Ça mais pourrait avoir joué, il y avait une réflexion depuis un bout de temps de la part d'Antoine Tardy, puis il y avait des gens qui étaient mobilisés derrière lui. Moi, les derniers événements du Parti libéral auxquels j'ai participé, les gens venaient me voir pour me dire « Est-ce que tu as su qu'un tel allait être avec un autre? » Là, en ce moment, c'est vraiment le jeu des alliances. La course à la chefferie, elle commence officiellement en janvier. Mais il y a eu des événements cet été, il y a eu des rassemblements de la commission jeunesse. C'est toujours le lancement de la saison politique. Là, c'est un peu le congrès de la commission jeunesse du Parti libéral qui était au mois d'août. Et là, ben, tout le monde y va parce que faut jamais oublier une chose. Quand on parle de politique provinciale, le Parti libéral du Québec donne 33 de ses voix aux jeunes libéraux. Peu importe leur nombre, si 3 jeunes se présentent et qu'ils se prononcent, ils valent pour 1/3 du poids décisionnel dans les commissions du Parti libéral. C'est extrêmement important de rassembler les jeunes, les mobiliser. Moi, dans cet événement-là où je suis passée voir ce qui se passait, bien évidemment, il y avait... On n'appelle pas ça du maraudage rendu là, mais on essayait de séduire les jeunes. Frédéric Beauchemin était là. Il y avait Charles Milliard. La dernière fois, je suis allée, il y avait Denis Coderre qui était tonitruant dans un corridor comme s'il était seul à l'événement. Bref, tous y allaient pour essayer de séduire et de mobiliser les jeunes. C'est exactement le genre de candidature que celle de Pablo Rodriguez va amener dans la course qui pourrait venir changer la donne. Il y a déjà un bloc de jeunes derrière Charles Milliard, mais Pablo Rodriguez pourrait venir mobiliser d'autres jeunes également. On va parler de la candidature de M. Rodriguez, mais d'abord, on en est à 5 noms, pas de femmes. Ils vont se le faire dire, c'est sûr. Ils le savent. Ils le savent aussi, Ils le savent. Ils le savent. C'est difficile d'attirer des femmes en politique. Ouais. Ça demeure aussi difficile qu'autrement. Là. Le Parti libéral fait aussi face à une conjoncture qui ne le donne, en tout cas pour l'instant, pas gagnant de la prochaine campagne électorale, même si elle est dans 2 ans. Une femme qui fait le choix de sauter dans cette arène-là, tout de suite après l'histoire de Dominique Anglade, qui n'a pas nécessairement mobilisé toutes les forces vives comme on l'aurait voulu. Puis elle n'a pas bénéficié, Dominique, non plus, d'une vraie course à la chefferie. Finalement, ça a été un couronnement. C'est difficile pour une femme de dire, ben moi, j'y vais, je risque de ne pas gagner. Puis, ce qu'elle sait, cette femme-là aussi, c'est que les militants libéraux ont une obsession féminine qui s'appelle Marois Risky. Alors, elle se dit, ben je ne serai qu'un compromis en attendant que Marois décide de finalement faire le saut. Je pense pas que la course en janvier va faire changer Marois d'idée, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Et peut-être qu'une femme pourrait sauter dans l'arène. Moi, j'ai des fantasmes de joueurs, là. Quand je regarde les élus libéraux, les anciens élus, quand je regarde les personnalités qui tournent autour du parti, je rêve toujours de voir une fille comme mon amie Isabelle Melançon, qui a été ministre de l'Environnement, qui a été dans les coulisses du pouvoir pendant des années, qui a été candidate dans le passé, qui a été députée de Verdun. J'aimerais voir une fille comme ça parce qu'elle amène un vent de jeunesse, une pédagogie, une capacité à communiquer. C'est une personnalité très intéressante. Et si un jour quelqu'un lui relaie mes propos, ben c'est certain qu'elle va m'écrire pour me dire « Arrête! » Tu lui as jamais dit de vive voix? Oui, je lui ai dit de vive voix. Okay. Mais tu sais, en politique, on se dit beaucoup de choses. On croise quelqu'un, puis on lui demande, puis tu te présentes-tu pour nous autres? As-tu envie d'embarquer? Vas-tu faire quelque chose? Ça veut pas dire qu'on veut non plus mettre le projecteur sur des gens qui peut-être sont ailleurs dans leur vie en ce moment. Le Parti libéral, vouloir se présenter à la chefferie d'un parti qui souffre et vouloir se présenter à la chefferie d'un parti qui risque d'être dans l'opposition, c'est moins facile que de dire, mais moi, je vais me présenter à la chefferie d'un parti qui va gagner, c'est sûr, c'est nous autres qui a le vent dans les voiles. Puis regardez ce qui se passe à Ottawa. M. Trudeau va très mal.
Mais personne au sein des libéraux ne semble vouloir lui donner la dernière poussée qu'il lui faut pour tomber en bas du précipice. Ben, c'est d'autant plus impressionnant ce qui se passe au PLQ, sachant que le parti est à la traîne dans les sondages, pour dire le moins, qu'il réussit quand même à attirer des candidats intéressants. On peut parler de M. Rodriguez. Ses forces à M. Rodriguez, c'est quoi, selon toi? Pablo Rodriguez, d'abord, il est connu pour plusieurs. On demandera à plein d'autres mondes, là, ils vont dire non, moi je sais pas c'est qui parce que ça fait longtemps qu'il est dans le paysage politique. Ça fait longtemps qu'il est dans le paysage politique. C'est un gars qui est facile d'approche, qui mâche pas ses mots, éloquent, flamboyant, beau monsieur, qui a touché à plusieurs portefeuilles au fédéral, qui a déjà été dans l'organisation libérale provinciale. C'est pas, il est pas sorti lui de nulle part là. Souvent l'organisation fédérale libérale provinciale ramène aussi des gens issus des conservateurs. Parce qu'avant l'apparition du Parti conservateur d'Éric Duhaime, puis sa survenue un peu plus médiatique, bien, il n'y avait pas d'option plus conservatrice que le Parti libéral du Québec. Alors, les troupes libérales, quand elles votent au fédéral, souvent, elles vont se diviser entre les conservateurs et les libéraux de manière assez égale. Donc, là, c'est vraiment dans la même famille. Ce qui l'amène, par contre, c'est l'accusation de « Êtes-vous une succursale du Parti libéral fédéral? » C'est ce qu'on entend beaucoup chez les observateurs, chez les analystes. On sent que personne n'est capable de dire si c'est un plus ou si c'est un poids qui porte. Bien, ce qu'il va traîner, c'est les décisions du gouvernement Trudeau. C'est les 9 années de gouvernement Trudeau. Ça, c'est certain, il ne peut pas s'en dissocier. Il pourra dire, par contre, bien, il y a une solidarité ministérielle. Même quand on n'est pas d'accord avec des décisions, c'est le caucus qui décide avec le premier ministre. Il est capable de s'en distancier en laissant entendre qu'il n'était peut-être pas toujours d'accord avec tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il doit faire au moment où il va présenter sa candidature... C'est pas le visage de l'incurie libérale ici au Québec. J'ai jamais entendu personne lui faire porter les torts qu'on fait généralement porter à Justin Trudeau. Non, mais il y a des gens qui vont le faire. Oui, évidemment. Il y a des gens qui vont le faire, même au sein du Parti libéral du Québec. Oui, là, la chasse est ouverte, hier. mes amis. Ouais, c'est ça. Oui, Charles Milliard, clairement, veut taper ce clou-là beaucoup. On risque de l'entendre chez d'autres candidats. Pas Denis Coderre, évidemment, parce que lui-même vient du Parti libéral du Canada. Ah, mais M. Coderre, je pense qu'il y a d'autres enjeux à gérer, là. Ouais. En ce moment, M. Coderre doit s'occuper de ses propres enjeux. Un mot là-dessus, peut-être, Marie-Ève, justement? Tu parles des problèmes fiscaux de M. Coderre? Ben oui, parce que M. Coderre prétend, puis c'est tout à fait son droit, là, que les difficultés qu'il a avec Revenu Québec, qui lui réclame près de 123 000 $ dans 2 avis de cotisation distincts, mais que finalement, ça, c'est une chicane qui n'est pas réglée à cause de division de patrimoine puis d'utilisation du domicile familial avec son ancienne conjointe. Le Québécois moyen, il s'en fout. Tu dois 123 000 $ à Revenu Québec. Nous autres, on est obligés de faire nos acomptes provisionnels. Puis quand on produit nos taxes en retard, on a des pénalités. Fais comme tout le monde, puis paye d'autres. On sent que ça fragilise sa candidature à M. Coderre beaucoup ces dernières semaines quand même. Plus ça paraît mal, là. Plus ça va, plus la candidature de M. Coderre est ce qu'elle devait être, c'est-à-dire la candidature de quelqu'un qui a un lourd passé politique, qui a un engagement qui est sincère envers le Parti libéral et au fédéral. Denis Coderre ne peut pas dire à Pablo Rodriguez, ben à cause de toi, on va être une succursale du Parti libéral fédéral. Denis Coderre était là à l'époque où le Parti libéral fédéral était sous l'opprobre de la crise des commandites. Donc, tu sais, Denis Coderre ne peut pas lancer des grosses pierres à Pablo Rodriguez s'il ne veut pas se retrouver devant un mur qui va lui rebondir sur le nez. Un mot sur Charles Milliard, dont on n'a pas parlé, toi et moi, parce que la dernière fois qu'on a jasé, c'était pas officiel. Son nom circulait, mais sa candidature n'était pas officielle. C'est l'ancien président, il a démissionné de son poste de président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, précisément pour pouvoir se lancer dans la course. C'est pas un gars connu du public du tout. C'est un jeune homme, par exemple. Il incarne un certain renouveau. Ben, on vérifiait un petit peu, quand je suis arrivée, je regardais, là, Pablo Rodriguez n'a pas 60 ans. Charles Milliard est dans la jeune quarantaine, si je ne me trompe pas, ou à l'aube de. Alors, évidemment, ben, c'est presque une génération de distance. Là. L'un ne pourrait probablement pas être le père de l'autre, mais presque. Mais Charles Milliard, bien évidemment, il a tout le dynamisme de son âge. Il a mobilisé des jeunes libéraux. Et c'est ça que je mentionnais un peu plus tôt. Plusieurs jeunes libéraux se sont commis et d'anciens jeunes, là, il y a une lettre qui a circulé l'invitant, puis ça c'est cousu de fil blanc, là, c'était organisé avec la gang de Charles Milliard, mais l'invitant à se présenter en disant dans les médias qu'il était le visage du rajeunissement de la politique. Charles Milliard qui n'a
pas de lien avec toute l'administration précédente et au fédéral et celle de M. Couillard ou celle de M. Charest. Tandis que d'autres candidats pressentis, là, on recommence à faire circuler le nom de Carl Blackburn, président de la Caisse de dépôt du Conseil du patronat, qui est un ancien élu sous Jean Charest. Mais qui a dit non, non? Il a dit non parce qu'il y a des enjeux de santé. Grave, ouais. Oui, il fait face à un cancer de la prostate, mais peut-être que ses traitements vont bien se dérouler puis qu'il va décider qu'il a l'énergie d'aller de l'avant. Donc, il y a plusieurs espoirs qui continuent d'être, en tout cas, alimentés. Oh oui, puis ce feu-là n'est pas éteint. Si on écoute mon collaborateur, là, Jonathan Trudeau, sur les ondes d'une autre radio ici à Québec, Jonathan est très, très bien connecté et ça fait quelques jours qu'il reparle de Carl Blackburn comme d'étant un candidat potentiel. On nous dit que ce n'est pas terminé. It ain't over. Toi qui as tes entrées dans la grande famille libérale, y a-t-il des noms de candidates ou candidats potentiels qui n'ont pas émergé publiquement? Je te demande pas de les nommer, là, si t'es tenu par le secret, mais est-ce qu'il y a des... Non, mais tu sais, parce qu'il y a encore du temps, il y a encore du temps pour manifester. Il y a 4 mois avant le début janvier, qui est le début de la course officielle. Moi, je rêvais que d'autres noms se joignent, entre autres d'anciens députés, d'anciens ministres. Lui aussi va vouloir me lancer des roches, mais un gars comme Luc Fortin, qui est très peu connu du public, mais qui a été ministre de la Culture, qui a été ministre de la Famille, qui est père de famille, qui est dans Sherbrooke, l'ancienne circonscription de M. Charest, qui est une personnalité. Je pense que c'est un père de famille qui a plusieurs enfants, qui doit travailler dans la vie. On n'est pas toutes faites en argent, là. Puis faire une course à la chefferie, comme le fait Charles Milliard, ça veut dire ne plus travailler à partir du moment où tu te déclares. Ça veut dire ne plus avoir de revenus. Alors que M. Rodriguez, lui, il est bordé de nouilles parce qu'il conserve sa job au fédéral comme député. Les députés, ils font 205 000 $ par année quand ils n'ont aucune autre fonction parlementaire que d'aller s'asseoir une fois de temps en temps au Parlement à Ottawa. Fait que c'est sûr que ça te dérange moins d'allonger, je pense que c'est 40 000 $ le coût d'entrée dans cette course-là, et de risquer, tu risques pas de perdre des gros clients. Quand tu es en entreprise privée, dès que tu t'annonces, ben tu dis à tes clients, moi, voici ma couleur politique, voulez-vous continuer avec moi? Puis tu as le risque que tes clients soient insatisfaits. Quand tu es en entreprise privée, tu as le risque que ton employeur te dise, écoute, mon grand, il va falloir que tu y penses, là, parce que tu viens pas au travail pendant que tu fais ça de tes journées. Fait il y a un coût à s'engager en politique. Puis pour ça, un peu plus tôt, on parlait du potentiel d'avoir des femmes. Bien, parfois, il y a des femmes aussi pour qui ce coût-là est très élevé. Certaines qui ont pris un congé de maternité, donc qui ont pris peut-être une année de retard parmi d'autres collègues au travail, puis on dit toujours, le congé de maternité, c'est bien, tu peux retourner, ta job est encore là, mais tous tes collègues ont une année de plus d'expérience, une année de plus de travail devant toi. Il y a un coût à ça. Fait que le faire pour s'engager en politique et peut-être perdre, c'est difficile d'attirer des femmes. D'autres candidats, à l'exception là, de Luc Fortin, mais Carl Blackburn, on le disait, parce qu'il représente ce que le Parti libéral cherche. Et ce que Pablo Rodriguez ne représente peut-être pas. Il faut cocher des cases quand on devient candidat. Mais, entre autres, Carl Blackburn, ben, c'est un libéral avéré, un bon communicateur, mais un gars des régions. Et ça, le Québec libéral en a besoin. Qu'il soit ou non connu, là, on le disait un peu plus tôt, Charles Milliard n'est pas très connu du grand public. Aujourd'hui, le grand public ne vote pas. Ce sont les militants libéraux qui vont voter. Ce sont les détenteurs de cartes de membres. Alors, en ce moment, bien, le nerf de la guerre, c'est pour chacun de ces candidats-là de vendre des cartes de membres pour augmenter leur potentiel d'avoir des votes le jour du 14 juin où il va y avoir le congrès qui va désigner le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Plus tu vends des cartes, surtout à des jeunes, plus tu as de chances de remporter cette élection-là. C'est là que c'est payant. Marie-Ève, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te laisse, puis tu peux aller manger du beurre. Ah, merci.